C'est de la radio du Tarn-et-Garonne. On vous remercie tout d'abord de nous accorder cette interview. Et c'est monsieur Bertrand Sergue qui va procéder à cette interview, qui est enseignant à la faculté de droit de Montauban. Voilà. Oui, Gilbert Collard, donc bonjour. Oui, bonjour. Il ne nous a pas échappé que nous sommes à la veille d'échéances électorales majeures au sein de notre pays, élections présidentielles, législatives et même sénatoriales. En conséquence, ma première question est la suivante. Le Front National affiche de très grandes ambitions, notamment en ce qui concerne l'élection du futur chef de l'État. Pour autant, vos aspirations peuvent se heurter à une autre réalité, même si Marine Le Pen semble, selon de nombreuses enquêtes d'opinion, en position favorable afin de se qualifier à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Cette dernière est donnée perdante au second tour par ces mêmes instituts de sondage, et ce, quel que soit le candidat présent face à elle. Quelles sont donc, selon vous, Gilbert Collard, vos véritables chances de victoire à la présidence de la République en mai prochain? Nous sommes dans un désordre politique qui est total, et cela va avoir des conséquences, bien évidemment, à l'intérieur même du Parti socialiste et au-delà. Même chose chez les Républicains, avec le boulet que traîne M. Fillon, dont je reconnais volontiers que s'il existe ce boulet, il a été véritablement instrumentalisé, ce qui ne me plaît pas. Je le dis très franchement, parce que il s'appellerait Mélenchon, il s'appellerait Hamon, il s'appellerait Macron, ça serait la même chose pour moi. On n'a pas instrumentalisé une affaire judiciaire au point d'en faire un argument politique. Je pense que tous ces désordres sismiques vont avoir un effet qui va amener un électorat jusqu'alors passif, un électorat qui n'était peut-être pas encore venu à nous rejoindre, parce qu'on est dans la cohérence, on est dans le réel, et on ne varie pas. On ne varie pas. Et je crois que cette offre de stabilité du programme, de l'équipe, des intentions, va avoir un effet synthétique au deuxième tour qu'on n'imagine pas, qu'on ne prévoit pas, parce qu'on n'intègre pas la conséquence des passions dans une élection. Du coup, vous ne craignez pas un front républicain contre le FN au second tour? Ah non, mais les gens ont compris qu'il y a des cornes de cocu sur le front républicain. Sinon, c'est à désespérer de la lucidité. Quand on voit M. Valls qui habille son reniement, sa trahison, du souci d'empêcher le Front National d'arriver au pouvoir, personne ne le croit plus. Personne ne le croit plus. Et on se rend bien compte aujourd'hui que c'est une espèce de machination qui a été mise en place pour avoir une arme de guerre qui permet à tout le monde de se réconcilier dans la gamelle en faisant porter au Front National tous les maux de la terre. Vous êtes interviewé depuis nos studios situés à Montauban. Oui. Ville durement touchée par des actes à caractère terroriste il y a 5 ans avec l'affaire Mohamed Merah. Oui, je m'en souviens très bien, oui. L'actualité récente nous rappelle sans cesse que la lutte contre le terrorisme doit être au cœur des priorités des candidats à l'élection présidentielle. Quels sont les engagements de votre parti politique sur ce point qui permettraient de singulariser votre programme de celui des autres candidats à la présidence de la République? Mais d'abord, c'est la détermination. Nous n'avons jamais cessé depuis des années et des années, sous les insultes, sous la caricature, de dire qu'il fallait revoir rapidement les accords de Schengen, qu'il fallait à tout prix, et je l'ai même dit à l'Assemblée, contrôler les migrants avant qu'ils accèdent au statut que je défends, s'il existe réellement, de réfugiés politiques. J'avais rappelé à l'Assemblée que l'OTAN nous prévenait que parmi les migrants, il y aurait des terroristes. J'avais rappelé que l'État islamique lui-même avait dit qu'il nous enverrait des terroristes. Et on a continué à laisser aller cette permissivité à nos frontières. Nous, dès que nous arrivons au pouvoir, nous résilions les accords de Schengen. Vous résiliez les accords de Schengen? Absolument. Ils seront révisés tout de suite et on créera des postes de douaniers de l'ordre d'à peu près 6000, si j'ai en mémoire exacte le chiffre, pour que les contrôles soient renforcés. Et on renverra, bon, on n'aura pas le prix Nobel de la paix médiatique, hein, mais on s'en fout, on renverra tous les étrangers délinquants. Et les binationaux perdront la nationalité française par le biais de la déchéance. Bon, on prendra les mesures qui s'imposent. On ciblera ce qu'on ose appeler dans une démocratie des zones de non-droit, où il y a à peu près 5000 chefs de bande à cibler. Et on s'occupe réellement. Et on créera des places de prison, parce que à l'heure actuelle, il y a 9000 peines qui ne sont pas exécutées.
Combien de places de prison le Front National veut-il créer si Marine Le Pen accède aux plus hautes responsabilités? Pardon? Combien de places de prison souhaitez-vous justement créer supplémentaires si jamais Marine Le Pen... 40 000 places de prison supplémentaires. Oui. Mais écoutez, à l'heure actuelle, d'après les statistiques, il y aurait entre 8 000 et 9 000 peines qui ne sont pas exécutées. Alors des magistrats prennent des décisions au nom du peuple français et ces décisions ne sont pas exécutées dans la réalité. C'est la négation de l'état de droit. Et du coup, suppression de l'École nationale de la magistrature également, j'avais cru voir. Ah oui, ça je vous garantis que l'école de la magistrature sera supprimée, elle sera remplacée par un cursus universitaire avec bien sûr spécialisation, de manière à éviter cette espèce de conclave qui ne permet pas aux magistrats d'être véritablement en prise avec la réalité. Je crois que c'est une très bonne chose qu'il y ait un cursus universitaire. D'abord, c'est à l'université de former. Notre idée, c'est que de tout temps, l'université a formé et que c'est à elle de retrouver ce magistère. Et les syndicats au sein de la magistrature, justement, les syndicats de magistrats, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est un fléau. On l'a vu à travers le mur des cons. On le voit tous les jours avec des juges du syndicat qui s'expriment. Alors que les magistrats aient une action syndicale pour ce qui est de la défense de leur statut, je peux le comprendre. Mais il devrait leur être absolument défendu de s'exprimer sur le plan politique. De la même manière que je trouve inconcevable qu'un magistrat puisse exercer dans un ministère comme M. Gély, par exemple, qui était président de l'association des procureurs, qui a été un membre influent du syndicat de la magistrature, et qui est aujourd'hui, tout en étant l'ami de régiment de M. Hollande, directeur des affaires criminelles et des grâces. Je considère qu'un magistrat qui occupe une fonction dans un ministère ne peut plus occuper une fonction juridictionnelle. De la même manière, je ne comprends pas qu'un magistrat en exercice puisse être décoré. Ça me paraît vraiment absolument inconciliable avec l'idée d'indépendance à laquelle je suis très attaché pour le juge. Également, j'aimerais revenir sur un tout autre sujet avec vous, si vous le voulez bien. C'est sur une nouvelle forme de participation contemporaine des citoyens à la désignation de leurs gouvernants. Il s'agit des primaires. Oui. Ces dernières, elles se sont imposées au sein de notre vie démocratique contemporaine. Elles ont été notamment organisées par des partis rivaux du Front National, comme les Républicains ou le Parti Socialiste. Du côté du Front National, le choix de recourir à cette nouvelle forme de scrutin n'a pas été privilégié. Vous aviez vous-même, Gilbert Collard, laissé transparaître votre souhait de voir émerger une primaire au sein de votre parti politique à l'horizon 2022. Est-ce que votre avis est toujours le même à la matière ou avez-vous changé d'opinion? Alors écoutez, je vais faire un monde honorable. Moi, je pense que ça fait partie de l'exercice légitime de l'activité politique que de reconnaître qu'on change d'avis. C'était une erreur selon vous de penser ça? Alors moi j'étais très favorable aux primaires après les résultats des primaires chez les Républicains. J'avais trouvé que l'exercice était bien, que c'était une forme d'ouverture. Mais quand je vois ce que ça donne maintenant, quand je vois M. Valls qui a signé un papier, un ancien Premier ministre, s'engageant à soutenir le candidat choisi par les primaires et qui ne le soutient pas, je considère que... C'est une trahison pour vous? Ah oui, quand je signe, moi je respecte. Vous, mais bon, voilà. C'est comme si on fait un chèque qu'on signe, et il est sans provision, voilà. Et du coup, les primaires, justement, c'était, comme vous l'avez dit... Alors, je suis arrivé à l'analyse, si vous voulez, que c'était finalement une boîte de conserve médiatique, que ça a servi à l'alimentation médiatique, et qu'après, dans le réel, une fois passé l'étape des primaires, ça crée des blessures narcissiques qui sont absolument incicatrisables. Et d'ailleurs, les primaires, si elles avaient été organisées au Front National, est-ce qu'elles n'auraient pas mis justement en lumière le fait qu'au sein de votre parti, il y a vraiment deux camps irréconciliables représentés par la ligne Florent Philippot et celle de Marion Maréchal Le Pen? Ce ne sont pas des camps irréconciliables, parce que finalement, les divergences portent sur des questions très marginales dans le débat, bien qu'essentielles. L'avortement. Bon, Marion est pour une limitation de l'avortement.
Nous, on est pour que la loi Veil soit intouchée. C'est quasiment des questions de conscience personnelle, hein, un peu comme la question de la peine de mort. Hein. Du reste, on vous êtes opposé d'ailleurs à la peine de mort. Hein. Voilà, et on a obtenu que le programme du Front ne rétablisse pas la peine de mort. Vous êtes actuellement en déplacement en Tarn-et-Garonne, à Moissac pour être exact. Et oui. C'est un département où l'on observe une poussée du vote Front National lors notamment des derniers scrutins. En analysant la cartographie des meilleurs scores réalisés par le FN durant les dernières élections régionales, on s'aperçoit très rapidement que le vote frontiste s'impose massivement dans des zones géographiques où la population rencontre le plus de difficultés économiques. En définitive, le Front National n'est-il pas, Gilbert Collard, selon vous, davantage un parti réceptacle du mécontentement d'individus livrés à la précarité qu'un grand parti de gouvernance? Écoutez, alors je vais vous répondre d'une manière qui n'est pas très politique. Oui, vous allez être un peu étonné de ma réponse. Ah bon. Si des hommes et des femmes malheureux, abandonnés, mécontents, délaissés, un agriculteur tous les 2 jours se suicide. Des agriculteurs ont pour vivre 400 € par mois. Si ces gens-là se disent le Front National peut nous aider, mais je ne méprise vous leur tendez la main à ces gens-là. Je ne méprise pas leur malheur, vous comprenez. Ça serait quand même le comble que je dise on ne veut pas du malheur des gens qu'on peut aider. Notamment, les agriculteurs, ça devient une priorité pour le Front National? Oui, parce que comment vous le dire, ils sont l'histoire de notre terre, parce qu'ils sont notre terre. Quand on sillonne la France et qu'on la voit si bellement dessinée, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces siècles de mains, d'épaules, qui ont travaillé dur. Et quand on voit qu'aujourd'hui, ils sont complètement soumis à une politique agricole commune... Mais il y a des aides financières avec la politique agricole commune, des aides de l'Europe, justement. Mais sachez quand même qu'on donne 21 milliards d'euros à l'Europe, à l'Union européenne. Elle nous en rend 13. Donc on est perdant, en fait. Et elle nous oblige à les donner à qui elle veut. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la maîtrise de la redistribution de notre argent. C'est notre argent. Et on veut aussi mettre un terme à cette concurrence déloyale. Quand vous voyez par exemple qu'on peut vendre du vin d'Espagne qui ne correspond pas aux normes qu'on nous impose, mais enfin quand même c'est inconcevable. Et nos paysans n'en peuvent plus. Ils crèvent. Ils crèvent d'une sécheresse d'indifférence, d'une sécheresse normative, d'une sécheresse fiscale. Il faut leur rendre la liberté. Donc le Front National veut rendre la liberté aux agriculteurs, c'est ça que vous voulez mettre en avant? Oui, on veut qu'on arrête de les emmerder, qu'on leur foute la paix. Un agriculteur, il passe plus de temps aujourd'hui à remplir des papiers qu'à travailler sa terre. Du coup, toutes ces formalités administratives, il faut y mettre fin. Ah oui, absolument. Oui, absolument. Il faut une simplification immédiate, massive de tout ce formalisme qui rend les gens malades. Et c'est la raison pour laquelle, du reste, il y aura une amnistie concernant les dettes du RSI. Alors, une amnistie. C'est un racket, le RSI. Le RSI est un racket pour vous? Ah oui, je l'ai dit à la tribune. Le RSI est un racket. Quand vous pensez que le RSI peut calculer ce que vous lui devez et se délivrer à lui-même un titre exécutoire. Alors, donc du coup, ça, le RSI, exemption à la matière. Pas exemption, amnistie pour toutes les dettes existantes, et puis réforme complète du RSI sous forme déclarative. On a bien compris ce point. Mais financièrement, vraiment, c'est réalisable, cet élément-là? Mais pourquoi ça ne le serait pas? Parce que c'est vrai que le Front National... Le racket n'est pas une forme d'impôt élaborée de façon qu'il soit équilibré, et ça sera déclaratif. Maintenant, bien évidemment, il y aura des contrôles. Hein. Si quelqu'un a menti, il sera rattrapé. Je vous pose cette question justement parce que c'est vrai que vos opposants politiques mettent en avant le fait qu'il y a beaucoup de dépenses supplémentaires qui sont prévues par le Front National en cas de victoire de Marine Le Pen, et certains se demandent où sont les recettes. C'est pour ça que je vous pose cette question. Mais les recettes, on a établi un document dans lequel figurent toutes les recettes. Il s'agit de faire des économies dans les domaines où on dépense l'argent par les fenêtres. La Cour des comptes l'a dit.
La Cour des comptes l'a dit. Alors il ne s'agit pas de supprimer des postes dans la fonction publique comme d'autres veulent le faire, mais il s'agit d'abord de reprendre la maîtrise de notre monnaie. Première chose, qui nous permettra quand même d'abord d'aller emprunter à des banques qui ne sont pas des banques étrangères, et ensuite d'avoir une régulation monétaire qui nous permettra d'agir comme on le veut, et de s'attaquer à tout ce qui est source de dépenses inutiles. L'immigration, bon, je sais que ça fait pas bien de le dire, qu'on n'est pas gentil quand on le dit, l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros par an, et ainsi de suite. Bon, la fraude qui est colossale, la gabegie, le pantouflage. On peut, si on s'attaque vraiment à toutes les dépenses inutiles dans ce pays, faire en sorte de rétablir une économie beaucoup plus saine. Si l'on s'intéresse à votre parcours politique, Gilbert Collard, on s'aperçoit qu'à l'âge de 16 ans, vous adhérez au Parti Socialiste et faites même partie d'un comité de soutien à la candidature de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Oui, alors à l'âge de 16 ans, je ne le savais pas. Vous saviez pas? C'est mon oncle qui était élu de Gaston Defferre, qui pour avoir des voix dans sa section, m'avait inscrit sans que je le sache. Mais en tout cas, vous adhériez aux propositions formulées par François Mitterrand. Mais absolument, je ne l'ai jamais renié. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, vous êtes député du Rassemblement Bleu Marine. Pourquoi en fait un tel changement sur l'échiquier politique? Parce que je suis sorti de la secte. De la secte. Voilà, j'ai compris, j'y ai cru. Vous y avez cru, vous avez été déçu par le Parti Socialiste. J'avais trop Gilles Vallès, pour ne rien vous cacher. J'y ai cru, et j'ai vu que c'était des escrocs à l'idéal. Voilà, c'est tout. Je m'en suis rendu compte et j'ai réussi à sortir de la secte. Alors je me revois encore tenir les discours formatés dans le formol de ce langage qu'ils utilisent tous. J'ai été aussi con qu'eux. Voilà, je l'avoue, je le confesse. Et justement, en parlant des socialistes, nous sommes à... Il est temps maintenant de faire un petit bilan du président de la République sortant, François Hollande, donc du Parti Socialiste. Oui. Quel est-il d'après vous? C'est un bilan catastrophique. Catastrophique. Il n'y a aucune mesure durant ce quinquennat qui n'a votre approbation? Non, aucune. Il a même réussi à détruire le Parti Socialiste. Bon, pour vous, en fait, François Hollande, c'est le fossoyeur du Parti Socialiste? Mais oui, et même plus que ça, il a réussi à détruire l'image politique. Entre l'affaire Cahuzac, Kader Arif, Ben Guigui, Thévenoud, le faux Bic Tamer, et puis Aquilino Morel, Leroux qui a inventé la barboteuse laborieuse parlementaire. Bon, je veux dire qu'on a une image de la République qui est catastrophique, véritablement. Est-ce qu'il n'y a pas une crise d'ailleurs du régime représentatif ? Une crise entre les citoyens et les élus qui est de plus en plus forte après ces affaires. C'est la raison pour laquelle nous voulons établir la proportionnelle. Et nous voulons également créer le référendum d'initiative populaire qui permettra, lorsque 500 000 personnes le désireront, de saisir le Parlement. Saisir le Parlement pour le vote d'une loi, par exemple ? Absolument. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous êtes un petit peu proche de Hamon en la matière, qui veut en quelque sorte un 49.3 citoyen. Oui, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas tout à fait pareil, c'est vrai. Ça n'est pas pareil, c'est encore un moyen de proposer une mesure qui sera inapplicable. Nous, ce qu'on propose, c'est très simple. Lorsqu'un nombre défini de personnes font requête, il y a référendum d'initiative populaire. Si vous voulez, on s'est rendu compte d'une chose, oui. C'est que la parole du peuple est captée par les forums médiatiques. Il n'y a plus de forum. L'université parle plus, le théâtre parle peu, les politiciens répondent à des interviews télégraphiques, mais il n'y a plus ce forum. Et il faut redonner au peuple le goût de la politique en lui permettant d'imposer la discussion. Du coup, le référendum, c'est au cœur vraiment de notre programme. D'ailleurs, Marine Le Pen propose, bien sûr, si je ne me trompe pas, un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Absolument. Si ce référendum est négatif, elle quittera du coup le pouvoir ? Mais elle l'a dit très clairement. Oui, elle l'a dit très clairement. Mais du coup, elle aurait été élue et après tous ces efforts, un mois après, elle serait prête à quitter le pouvoir si le peuple n'était pas derrière elle par rapport à cette question. Elle ne pense pas une seconde, mais tout peut arriver. Que le peuple qui l'aurait élu pourrait ne pas lui donner
raison sur un point essentiel. Mais il l'a peut-être élu sur d'autres éléments du programme ou... Mais c'est le risque démocratique qu'elle prend. Voilà, elle n'imposera pas la sortie de l'euro. Il n'en est pas question. Il y aura un référendum, un débat, une vraie discussion. Et le peuple décidera. Et s'il décide qu'il ne veut pas sortir de l'euro, Marine Le Pen étant empêchée de faire le programme qu'elle veut construire, elle partira. On ne fera le référendum que si on n'arrive pas à négocier les accords de l'Union européenne. Schengen, les travailleurs détachés, etc. Parce que si vous arrivez à donc négocier, il n'y aura pas de référendum en la matière. Si on arrive à négocier et qu'on a le rétablissement de la souveraineté monétaire, le rétablissement de la souveraineté législative, le rétablissement de la souveraineté territoriale, le rétablissement de la souveraineté politique, on aura rétabli notre indépendance. Et à ce moment-là, on pourra récupérer l'indépendance de la Banque de France et on retrouvera la gestion de notre monnaie. On va également aborder un autre point qui est vraiment très très important, ce sont les élections législatives. Oui. En imaginant une hypothétique victoire de la candidate frontiste à l'élection présidentielle, cette dernière ne pourra véritablement gouverner, vous serez d'accord avec moi Gilbert Collard, que si votre formation politique obtient lors des élections législatives la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. À défaut de cela, vous serez contraint de gouverner en cohabitation avec un Premier ministre non issu des rangs de votre majorité politique. Est-ce que vous jugez crédible l'idée de voir un hémicycle à la fin juin composé pour moitié de députés FN? C'est réaliste de croire ça? Mais écoutez, si Marine Le Pen est élue... il y aura une vague en quelque sorte, vous pensez? Pardon? Si Marine Le Pen est élue, il y aura une vague en quelque sorte qui va déferler sur les... Je veux dire, pourquoi le peuple l'apporterait-il au pouvoir pour ne pas lui donner une majorité qui lui permettrait d'accomplir son pouvoir? Là, on serait chez les fous. Oui, mais en même temps, pour le moment, même s'il ne fait aucun doute qu'il y aura davantage de députés frontistes qui accéderont au Palais Bourbon, vous n'êtes que 2 députés, vous-même et Marion Maréchal Le Pen. Il faudrait passer à 289 députés sur les 577. Oui, mais regardez l'évolution électorale depuis les départementales. D'accord, il y a une évolution, je vous l'accorde, mais là, c'est quand même passé de 2 à 289. Oui, mais elle est au 2e tour, et en tête en plus. Il y a donc une évolution dont il faut prendre acte, et si cette évolution l'a menée au pouvoir, je ne vois pas pourquoi le même peuple qui l'aurait élu ne lui donnerait pas une majorité. Et en imaginant cette possibilité, est-ce que Marine Le Pen n'hésiterait pas à utiliser des armes constitutionnelles, puis également même contre sa propre majorité, par exemple l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, que Manuel Valls n'a pas hésité à utiliser. Ça, Marine Le Pen, si d'ailleurs elle peut avoir la majorité à l'Assemblée nationale, elle l'utiliserait, vous pensez? Mais s'il le fallait, elle l'utiliserait. Mais je ne vois pas où pourraient être les points de désaccord, puisque tout se discute en bureau politique, le programme est contrôlé par le Conseil stratégique, nous votons sur tout, et il y a adhésion à tout ce qui fait le contenu du programme. On n'a pas la moindre divergence sur l'application du programme. Le problème de Hollande, c'est qu'il a vendu du rêve et il a offert du cauchemar. Donc du coup, il y a eu des frondeurs, selon vous, à cause de ça. Donc du coup, il y a eu des frondeurs, mais s'il n'avait pas vendu du rêve, ce que fait du reste M. Macron également... M. Macron également vendrait du rêve aussi. Lui, il vend du rêve médiatique, c'est très différent. Et c'est pour vous, ça, en quelque sorte, Emmanuel Macron, c'est le chouchou sans commune mesure des médias, et c'est le dauphin de François Hollande, Emmanuel Macron? C'est l'hologramme de Hollande. Bon. Moi, je pense du reste qu'ils ont un accord pour que M. Hollande ait une belle place dans l'Union européenne. C'est ce qu'il cherche, selon vous, François Hollande? Bien sûr, tout est écrit, là. Passe-moi la sénée, je te donnerai la rhubarbe. D'accord, on a bien compris cette allusion. Et qu'est-ce que vous répondez également à des personnalités médiatiques telles que Guy Bedos, Laurent Ruquier, qui affirment vouloir quitter le pays en cas de victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle? Écoutez, la France continuera à avoir ses chercheurs, à avoir ses professeurs, à avoir ses agriculteurs, à avoir ses policiers, à avoir ses gendarmes, à avoir ses médecins, à avoir ses infirmiers, etc., etc. Et on essaiera de survivre péniblement,
au départ de M. Ruquier et au départ de M. Bedos qui iront probablement à Guernesey se prenant pour Victor Hugo. Alors, mais c'est sur ces beaux mots que nous allons clôturer cette interview. Je vous remercie infiniment pour votre participation donc, à cette interview politique, Gilbert Collard. Merci à vous de m'avoir écouté. Une dernière question, Monsieur Collard. Comment s'est passé l'accueil puisque le Front de gauche a appelé à manifester contre vous? Oh, bah, écoutez, bon, pour l'instant, je n'ai pas trop souffert de cet accueil, mais je trouve tout à fait normal que le Front de gauche nous accueille avec des casseroles. Ouais. Il a la casserole Cahuzac, la casserole Aquilino Morel, la casserole Leroux, comme je le disais tout à l'heure, le roi de la barboteuse laborieuse, la casserole Thomas Thévenoud, le phobique ta mère, la casserole Amina Benguigui, la casserole Kader Arif, j'en passe et j'en oublie. Donc ils n'ont pas de mal à se fournir en quincaillerie. Écoutez, on vous remercie de nous avoir accordé cette interview dans une radio associative. C'est quand même important que vous donniez un peu de votre temps pour des radios comme les nôtres. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Entendu. Bonne soirée à Moissac. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur Sergue, merci de votre collaboration à cette interview. Merci à vous.